Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Alors, je sais que ça a été une grosse journée de formation, puis il y a eu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y en a qui sont là depuis ce matin? Donc, oh, OK, la méchante. Merveilleux. Alors, c'est la première fois, donc ça fait 20 ans que je donne des conférences, on a plus de 500 formations sur le bâtiment écologique, et j'ai jamais eu autant de personnes en première partie que j'ai eu aujourd'hui. Alors, vous avez maintenant le spectacle final, la fin de la journée. Donc, André m'avait demandé justement de finir la journée, donc comme ça. Mon objectif en m'en venant, je me disais, OK, le soleil se couche, les gens ont eu la formation de la journée, donc mon objectif, c'est de vous maintenir motivé, inspiré, puis de vous partager justement de l'information. André m'avait demandé justement de venir parler de bâtiment net zéro parce que un des bâtiments que je viens de terminer comme bâtiment modèle de démonstration, on vise la certification net zéro. Mais c'est sûr qu'il y avait tellement d'autres choses aussi à vous parler. Je me disais que rendu à cette heure-là, de juste parler de chiffres, ben oui, je sais qu'il y en a comme Jean-Pierre, qu'on peut parler de chiffres jusqu'à 9 heures le soir, il va toujours être passionné. Mais dans le fond, j'ai le goût quand même de vous présenter la globalité justement du projet. Dans le fond, les Oasis Eastman, qui est mon 4e bâtiment de démonstration que je fais justement. Fait que je me présente rapidement, Benoît Lavigueur, vous avez peut-être lu ma biographie. Je suis passionné du bâtiment écologique depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je me pose la même question de comment on peut loger le plus de gens possible dans des bâtiments écologiques, sains, durables, agréables. Donc, c'est quoi les solutions, c'est quoi les méthodes. Donc, j'ai eu la chance d'expérimenter plein de types d'habitation, de plein de modes de construction, de réalité. Alors, c'est ce que je vais vous partager. Et l'Oasis, je considère que c'est une des options, justement, une des nouveautés. On va parler de bâtiments en cohabitation, co-living, qui est une des options, justement, là, qui permet d'ouvrir un bâtiment, justement, de qualité plus accessible, dans le fond, par la suite. Dans le fond, ça. Alors, on a 40 minutes de présentation, après ça, une période de questions. Donc, c'est l'objectif, justement, de l'Oasis Eastman. Donc, vous avez, justement, le plan 3D. Le bâtiment, il est réalisé. Et finalement, on a fini avec 3 bâtiments, parce que le projet a pris de l'ampleur. Donc, c'est un beau rêve, après 20 ans, de se donner autant de possibilités, de s'entourer de toutes les équipes d'experts au Québec, de consulter plein de gens pour réaliser, justement, ce qu'on considère comme le bâtiment du futur, ou, dans le fond, un des bâtiments du futur, parce que on s'entendra qu'il n'y a pas une seule solution pour loger tout le monde de toutes les façons, de toutes les méthodes possibles. Alors, la mission, c'est offrir une expérience immersive au cœur de l'habitat écologique de demain. Donc, quand on dit immersive, c'est que, ben oui, c'est le fun d'entendre des présentations puis de la théorie, mais, tu sais, moi, j'ai la chance depuis 2008 de vivre dans un bâtiment écologique, dans une maison écologique, et il y a tellement de bienfaits, d'avantages, que la théorie ne m'avait jamais apprise, que c'est en vivant dedans que là, je voyais justement tous les avantages. Donc, en 2015, j'avais bâti un chalet modèle que les gens, justement, pouvaient essayer, parce que déjà, depuis 2010, que je faisais des conférences visites, donc dans ma maison personnelle, qu'on a fait au chalet, mais en plus, le chalet, ça permettait aux gens de dire, OK, c'est le fun de le voir, viens l'essayer. Viens l'essayer avec ta famille. Emmène ton chum qui est pas convaincu. Tu sais, dans un couple, donc comme concepteur de maison, il y en a toujours un des deux qui est plus convaincu, ou des fois, oh, c'est la famille. Tu sais, je me souviens d'un jeune couple en particulier qui disait, ah, moi, mes parents, ils sont sûrs qu'on fait une erreur, là, de faire une maison écologique, bâtiment durable, ils croient pas à ça, puis ils disent, on va s'endetter, ça va péter, ça va être compliqué. C'est parfait, tu sais. Fait qu'ils disaient, on pourrait faire une fin de semaine en famille au chalet, fait comme ça, puis leur montrer qu'un bâtiment peut être performant, efficace, tout en étant aussi agréable, peut-être même plus agréable, plus confortable, tu sais. Ils me rappellent le lundi matin en disant, Benoît, ça a été un succès, tu sais. Je suis parti le vendredi avec des parents qui chialaient contre notre projet, qu'on a fini le dimanche en disant « C'est donc bien génial, on va vous aider les jeunes dans votre mise de fonds, puis on pense à vendre notre maison parce que nous autres, elle n'est pas confortable, puis on va s'en faire un. » Là, j'étais comme « Wow, en 2 jours, on passe de réticence à appui moral, financier et tout le reste. » Fait que c'est là que pour moi, l'éducation est importante. Le chalet, c'était le fun, mais là, on avait le goût d'aller encore plus loin. Donc, vous allez voir justement l'Oasis Eastman qui est venu de cette idée-là de pouvoir faire vivre l'expérience, que les gens puissent en profiter. Donc, c'est une solution d'hébergement innovante alliant santé, bien-être et résilience, puis dans le fond, répondant aux besoins fondamentaux de l'être humain. Fait que rapidement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un défi, honnêtement, de rassembler tout ça en 40 minutes. Donc, d'où est-ce qu'est né le concept, dans le fond, des Oasis? Justement, comme je disais, c'est un 20 ans de réflexion. C'est un projet qu'on vient de terminer, justement, les 3 phases, mais que ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Donc, on a commencé en 2019 à travailler sur le projet. C'est quoi les grands axes? Après ça, les détails de la certification net zéro,
qui était un des défis, je dirais, qu'on s'était lancé dans ce bâtiment-là. J'ai eu la chance de faire de la certification LEED dans beaucoup de mes bâtiments, Novo Climat aussi. Et puis, j'ai fait mon chalet modèle qui était une certification Passivhaus. Et après mon chalet, je me suis dit, plus jamais je vais mettre de l'énergie sur des certifications. C'est du trouble, c'est long, c'est compliqué, ça faut remplir des papiers, ça nous fait faire des choix qui sont pas trop les plus logiques. Et j'ai récidivé. Donc, fait comment? Ouais, c'est vrai. On l'a pas testé celle-là encore. Fait que, moi, j'aime beaucoup expérimenter. Fait qu'on a embarqué dans la certification Net Zéro. Et à la fin, je vais vous faire parler des avantages et aussi des inconvénients, parce que moi, j'ai rien à vendre aujourd'hui, donc je suis là pour vous partager de l'information. Donc, je suis très à l'aise de vous donner les bons coups et les moins bons coups de tout ça. Alors, vous avez vu un peu les images, je vais vous montrer des photos un peu plus tard, mais le concept des oasis, c'est... Le but était de comment rendre accessible le bâtiment écologique. On s'entend que c'est un défi de loger les gens à un coût raisonnable, dans le fond. Et pour avoir accompagné beaucoup de projets de mini-maisons, qui est pas toujours nécessairement abordable, parce que dans le fond, il y a beaucoup de frais fixes. T'sais, il faut acheter un terrain, un puits, un champ d'épuration. Donc, que ça soit une petite maison ou une grosse, ben il y a plein de coûts qui sont les mêmes, qu'elle soit petite ou grosse. Puis moi, j'avais des clients, c'était comme, voyons, comment ça me coûte 500 000? Je veux dire, elle est tout petite. Je fais comme, oui, mais t'as quand même un panneau électrique, t'as un chauffe-eau, t'as une cuisine, t'sais. Je fais comme, ah ouais, c'est vrai. T'sais, dans le fond, t'as juste moins de pieds carrés, mais t'as toutes les mêmes étapes qu'une maison. T'sais. Donc, finalement, la mini-maison, c'est pas ça la solution. T'sais. Bâtir plus cheap, c'est pas ça non plus la solution, parce que on fait juste reporter des dépenses dans quelques années avec les problèmes qui viennent, dans le fond. Et là, tranquillement, on a dit, OK, ben, c'est drôle parce que c'est en allant visiter un entrepreneur, justement, qui avait beaucoup d'argent. On était les 3 fondateurs, justement, puis on sort de la maison, puis les 3, à la blague, on dit, « Hey, c'est débile, sa maison, hein? On pourrait vivre nos 3 familles dedans, puis on aurait de l'espace, puis on serait... Puis imagine, nos enfants pourraient jouer ensemble, on pourrait partager, ça serait facile de se voir, on pourrait jouer au ping-pong ensemble, puis en tout cas. Puis là, ça fait comme, ben c'est peut-être ça, la clé. La clé est peut-être pas de faire des petites maisons, mais des plus grosses maisons. Alors que moi, je prêche depuis 20 ans l'optimisation de l'espace puis de bâtir plus petit. Et là, c'est comme, bon, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. On a dit, OK, ben le truc, c'est peut-être de mettre plus de monde dans des bâtiments, justement. Et on n'a rien inventé, là. Si vous regardez des multi-logements, un quadruplex, un sixplex, c'est un peu le même principe. Et là, on cherchait justement une solution pour surtout les gens qui voulaient plus, des fois, aller à la campagne, ou dans le fond, que là, quand t'as pas l'égout, l'aqueduc, t'es limité au niveau de réglementation. Donc, on a dit, OK, en regardant la réglementation, on a fait comme, ben, il n'y a pas de limite de personnes qui habitent dans une maison unifamiliale. Il n'y a pas un nombre maximal de familles dans une maison unifamiliale, tu sais. Donc, le terme le dit, mais après ça, je veux dire, vous connaissez certains groupes de certaines communautés qui vivent ensemble, tu sais, des grosses familles, les familles italiennes. Donc, ils se cassent pas la tête à dire, OK, hey, c'est juste une famille par maison. Non, non, on en remplit, dans le fond, dedans. Puis, on se le cachera pas, là. Tu sais, on regarde un peu partout sur la planète. Vivre une famille dans une maison, c'est un luxe nord-américain, un peu en Europe, mais je veux dire, moi, quand j'ai travaillé en Afrique, en coopération, on était 15 dans une petite maison, tu sais. Bon, c'est sûr que quand il fait 20 degrés et plus toute l'année, c'est plus facile parce que tu es trop dehors, mais cette notion-là, justement, d'avoir juste notre maison à nous. Fait que l'idée est venue justement du co-living, puis moi, comme entrepreneur, c'est une des clientèles que j'avais beaucoup de difficultés à servir, qui étaient les gens qui me disaient, ben, on est 2, on est juste un couple, on veut une petite maison, mais on a 3 enfants. Fait que ça serait le fun d'avoir chacun une chambre quand ils viennent coucher, parce que là, on est rendu à la campagne. Puis, tu sais, on veut une petite cuisine, mais assez d'espace pour quand on reçoit à Noël, tu sais. Puis la salle à manger, ben, ce serait le fun d'accueillir 12 personnes. Mais on veut une petite maison. Fait comme, oui, mais une maison, 4 chambres à coucher, puis là, c'est rendu une maison. T'sais. Non, mais on est juste 2. Je comprends. Mais ce que vous me demandez, c'est qu'elle serve aussi d'hôtel, de restaurant et de plein d'autres choses. Donc, et là est venue l'idée de, OK, si on étudie les pieds carrés qu'on utilise dans un bâtiment, il y a 80% des pieds carrés qui servent quasiment jamais. Honnêtement. Et c'est ceux-là qui coûtent cher. Parce que du pied carré que tu utilises, ça te fait plaisir de payer pour. Quelque chose que tu ne sers vraiment pas souvent, c'est là que ça te dérange, dans le fond, par la suite. Fait que l'idée, justement, c'était, OK, comment on peut partager les ressources pour des gens, des fois, qui vivent en garde partagée, qui vivent, je travaille à l'extérieur, je passe 6 mois dans le sud pendant l'hiver, donc j'ai besoin d'un toit, mais j'ai pas besoin d'un toit tout le temps, puis comme ça. Fait que l'idée est venue de, OK, comment on pourrait partager un bâtiment, donc le principe du co-living. Fait que là, on vient vraiment réduire les coûts, parce que, oui, c'est une grosse maison,
sais, fait que nous, l'idée initiale, quand on l'a parti il y a 5 ans, c'était de dire, hey, imaginons, oui, c'est une maison de 1,5 million, c'est cher, mais si on est 6 couples à se la partager, ça fait quand même juste 250 000 chaque. Donc, comment on peut avoir une vie de millionnaire, parce qu'on profite de tous ces espaces-là, pour le prix d'un condo? Bon, finalement, ça a coûté un petit peu plus cher, là. En tout cas, il y a eu une petite pandémie, là. Vous en avez peut-être entendu parler, là, puis ça a eu un petit impact sur les coûts. Fait qu'en tout cas, on a dû reviser nos cours de finances et de planification financière tout au long du projet, là. Fait que, alors, ça permettait. Puis d'un point de vue, dans le fond, de coûts reliés à l'habitation, fait que ça, c'est intéressant, mais de temps aussi, tu sais. Moi, comme entrepreneur qui est passionné, moi, je dis souvent que j'aime accoucher des projets, mais j'aime pas m'en occuper. Donc là, je sais que j'ai l'air d'un père irresponsable, là, mais je veux dire, j'aime m'occuper de mes enfants, mais peu de gens trouvent le temps, l'énergie et la motivation de bien entretenir les bâtiments. Fait que là, quand on est plusieurs à s'occuper d'un bâtiment, bien, ça peut être plus intéressant. Puis en termes de matériaux, oui, c'est une grosse maison, puis vous avez le droit de juger les choix qu'on a faits, mais globalement, c'est beaucoup moins d'énergie puis de ressources que 6 maisons. Fait que c'est là aussi l'économie d'échelle, qu'on peut se payer un luxe qu'on ne pourrait pas se payer avant. T'sais. Donc, en termes d'avantages, combien de gens, puis c'est là où on a ouvert justement comme pour faire une étude de marché, les gens qui étaient intéressés, puis on se retrouvait avec beaucoup de personnes, soit monoparentales, ou des personnes seules, qui disaient, j'ai le goût d'avoir mon espace, mais je veux pas être tout seul. Donc, j'ai le goût d'aller vivre en campagne, mais c'est plate, tout seul à la campagne. Donc, comment je peux avoir des gens, mais pas n'importe qui, t'sais. Je veux des gens qui partagent les mêmes valeurs, dans le fond, comme ça. Fait que l'idée de créer une communauté, de vivre avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont été sélectionnés, et puis, fait que c'est là que, comparativement dans les logements, dans les condos, que c'est comme les maudits voisins, c'est comme, oui, mais si ça a été sélectionné, si tu les connais, ça peut devenir un plus, puis bénéfique d'avoir tout ça. Puis l'idée, initialement, était justement, d'avoir plus de temps disponible parce que, justement, on se partage les responsabilités, mais on pourrait même dire, OK, on délègue la responsabilité des repas à une personne ou on fait venir quelqu'un. Parce que, tu sais, se payer un cuisinier, une cuisinière pour une famille, c'est un luxe. Mais quand tu es rendu à 12 personnes, ça devient logique financièrement. Parce que tout le temps que tout le monde va sauver puis toute la vaisselle, c'est là. Surtout dès qu'on veut bien manger, ça demande du temps. Fait que cette réflexion-là. Puis on se disait même, hey, combien de personnes ont une deuxième voiture qui sert quasiment jamais ou une voiture qui sert quasiment jamais, surtout en télétravail? Donc, imaginez, on se partage un cuisinier, une cuisinière, on se partage une auto, tu sais, fait qu'au lieu d'avoir une deuxième voiture chacun, on en a une en partage. Fait que toute cette notion-là, puis après ça, les gens peuvent l'adapter selon ce qu'ils veulent, mais c'était l'idée. Puis dans le fond, nous, on veut faire le projet pour que les gens puissent l'expérimenter, puissent le voir concrètement à quoi ça sert. Moi, j'ai accompagné une quinzaine de projets de communauté dans ce style-là. Puis mon rêve, c'était, hey, j'aimerais ça avoir un bâtiment que les gens peuvent aller essayer. Tu sais, avant de vous embarquer dans un projet, puis de vous marier officiellement, là, allez le tester une semaine ensemble avant de vous impliquer. Fait que moi, c'est un des concepts maintenant. Dès que j'ai une idée, je me dis, OK, comment je peux aller voir si l'idée est bonne avant de tout mettre l'énergie puis de tout le réaliser. Fait que le bâtiment, justement, fait que les gens peuvent l'utiliser. Fait que le rez-de-chaussée, dans le fond, les 2 étages sont divisés en 3 grands secteurs. À droite, on a les espaces communs. Donc, vous avez la cuisine, salle à manger. Au centre, c'est comme l'espace de transition entre les deux. Fait que pour créer l'intimité, l'insonorisation, qui était aussi très réfléchie. Fait qu'on a un gros solarium qui a été fait au centre, dans le fond. Et après ça, à gauche, on a, dans le fond, 3 chambres au rez-de-chaussée, 3 chambres au deuxième. Dans le fond, chambre, dans le fond, c'est plus des suites, là. Fait que chacun a sa salle de bain, une petite cuisinette, puis, dans le fond, un espace pour son bureau, puis son lit. Fait que chacun a comme sa mini-maison de 300 pieds carrés. Fait que s'il veut pas voir personne pendant une semaine, il peut. Il sort par sa porte, puis il n'est même pas obligé d'aller dans les aires communes. Il peut se faire des toasts, de la soupe, puis en tout cas des petits repas. Il n'est même pas obligé d'aller dans les aires communes. Fait que tout le monde a sa mini-maison, mais tout le monde a à côté de sa mini-maison 3000 pieds carrés d'espace commun. Donc, un solarium, une salle à manger, un salon. Et puis, au deuxième étage, on a une salle qui peut être salle multifonction, donc soit une salle de jeu pour des familles ou bien salle de travail, salle de rencontre, donc ils pourraient faire. Fait qu'on a un peu la même réalité au deuxième étage. Donc, espace commun à droite, espace de transition au centre, et après ça, à gauche, dans le fond, c'est 3 chambres. Donc, le concept, justement, de l'Oasis,
pourrait être, ben, dans le fond, en mode, parce que là, vous allez voir que nous, on l'a mis en projet hôtelier, que les gens puissent l'expérimenter, l'essayer, puis en faire partager le plus de personnes. Mais ça pourrait être 6 personnes ou des couples qui vivent ensemble, dans le fond. Ça pourrait être 2 ou 3 familles. Donc, moi, un des concepts que je voyais, c'est, imagine 2 couples d'amis qui achètent ça, puis c'est comme, OK, avant d'avoir les enfants, ben, on loue les autres chambres, à l'autre personne. C'est pas mal avant d'avoir les enfants que tu as besoin d'argent. Puis là, quand tu as des enfants, ben, tu as encore besoin d'argent, mais tu as besoin de loger tes enfants. Et combien de couples que j'ai eu accompagnés, moi, qui disaient, ben, ça me fait de la peine, mais je vais vendre ma maison parce qu'elle est trop grosse. Puis là, je vais me bâtir une maison. Les enfants sont partis. Fait que j'ai plus besoin d'autant de pieds carrés. Il y a un étage au complet qu'on n'utilise plus. T'sais. Fait que là, l'idée de comment on peut faire un bâtiment évolutif, flexible, qui s'adapte aux réalités de la vie. Là. Donc, j'ai accompagné justement des projets multigénération, puis j'ai accompagné quelques projets aussi de personnes âgées qui se disaient « On veut pas dépendre du gouvernement pour nous héberger et s'occuper de nous, on va se prendre en charge. On va se le bâtir, notre CHSLD, à nous, et c'est nous. » Fait que, tu sais, le 6 chambres, puis tu sais, le modèle est à 6 chambres, mais on pourrait faire du 10-12 chambres aussi, là. Mais de dire « OK, on va garder une chambre pour une infirmière, une aide, qui peut justement s'occuper d'être là, puis ben, en fond, on est 5. Puis à 5, quand tu le calcules financièrement, ça vaut la peine, en fond. Fait que ça, j'ai accompagné quelques projets de personnes justement qui se rassemblaient là-dedans. Finalement, dans le fond, nous, le projet actuel qui est là, dans le fond, l'Oasis Ismid, ben, c'est un hébergement touristique, dans le fond, de 24 chambres. Donc, on a les 2 premiers bâtiments qui sont pareils. Fait que vous allez voir. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est plus le deuxième, qui est justement ce qu'on appelle notre bâtiment de démonstration, le bâtiment exceptionnel. Le premier, il est pareil. Il n'y a juste pas toutes les bébelles écologiques. C'est le gros bon sens, honnêtement. Fait qu'il y a plein de concepts et de choses écologiques. C'est un bâtiment qui est vraiment génial. Dans le deuxième, là, on a mis comme plein d'autres choses, justement, pour faire les visites, les conférences, puis dans le fond, faire les tests. Fait que c'est le fun d'avoir 2 bâtiments. Bon, je vous dis pas de faire ça comme trip pour dire « Ah, Benoît nous a dit que c'était une bonne idée de se faire 2 maisons pareilles pour comparer. » C'est pas un choix écologique, là. Fait que nous, on les utilise, les 2. Fait qu'en tout, fait qu'on a les 2 premiers qui ont 6 chambres, puis le 3e, qui est un bâtiment, justement, qui a juste 12 chambres, qui n'a pas d'espace commun, comme ça. Fait que dans le fond, ça sert pour organiser des formations, des rencontres d'affaires, et c'est un bâtiment, justement, qu'on fait les conférences visites. Fait que moi, c'est mon 4e bâtiment de démonstration que je fais depuis 20 ans. Donc, les grands axes qu'on a orientés justement le projet, ben, c'est sûr que la Maison Saine, on a vraiment orienté. Pour moi, c'est une priorité. J'ai longtemps fait de la promotion de l'hyperperformance, de l'efficacité énergétique. Et quand mon fils a eu des gros problèmes de santé il y a 7-8 ans, ça m'a fait réaliser que c'est bien le fun de sauver de l'énergie, mais quand tu passes tes journées à l'hôpital, puis il y a une journée en particulier, on dirait qu'il y a eu un gros clash dans ma vie. Je suis en train de faire un projet passivage de chalet de démonstration. Puis là, je sors d'une rencontre de 2h30 avec des ingénieurs pour répondre à la certification. Puis là, on venait de sauver 12 piastres de chauffage par année. On était contents parce que, bon, ça a l'air minime, là, mais quand on a objectif, on a fini à 78 $ de chauffage par année. Rendu à la fin, 12 piastres, t'es content, là, c'est du travail. T'sais. Et j'arrive au stationnement à Sainte-Justine, je paye le parking qui me coûte 12 piastres, je fais comme, wow, je viens de passer 2h30 avec des ingénieurs que il y a un bon montant de facture, qui est là. Puis là, on l'a pas fait, le 12 piastres encore, l'économie, puis là, je viens de payer. Je suis en train de mettre, fait que en tout cas, il s'est passé de quoi devant la machine à stationnement, là, fait que là, ça fait comme, OK, faut peut-être que j'oriente mes priorités un peu plus. Fait que pour ça que la santé, pour moi, c'est comme, ça n'a pas de prix. C'était comme, cette journée-là, c'était comme, OK, elle en a un prix, là, c'est comme, il y a un coût à être malade, puis en tout cas, c'est pas payant être malade, là. Fait que c'est rarement recommandé dans la planification financière d'être malade. Fait que, conseil comme ça, là, ça n'a pas rapport avec la conférence, mais je l'encourage. Et vous allez voir, c'est un peu le lien aussi qu'on s'est associé avec le Spa Ismid. Donc, on est juste à côté de Spa Ismid, puis dans le fond, les Oasis, c'est un des pavillons qui est géré par le Spa Ismid, que eux ont la mission depuis plus de 45 ans de développer justement l'art de vivre, l'alimentation, comment vivre en santé, comment vieillir le plus longtemps en santé. Il y a des programmes de recherche qui sont faits justement sur tout ce qu'ils ont développé pour démontrer que c'est la meilleure façon de vieillir centenaire en santé. Donc, il y a une université qui étudie justement tout ce qu'ils ont développé. C'est pour ça qu'on s'est associé avec eux, parce que tout le domaine médical n'a pas été très utile dans mon expérience personnelle pour aider mon fils, mais c'est toute l'alimentation, la cuisine tonique que le Spa Ismid a développé qui a eu le plus d'impact. Donc, ça, c'était simple, c'était nous qui le gérait, puis, dans le fond, on fait les formations. C'est pour ça qu'on s'est associé avec eux. On a visé justement la performance, la simplicité,
l'autonomie, la résilience. Fait que c'est sûr que je vais vous parler un peu de résilience avec le net zéro et l'empreinte écologique. Fait que d'habitude, c'est une formation que je donne en 3 heures. Là, je vous donne un concentré en 40 minutes et qu'on va s'orienter justement un peu plus sur le net zéro, qui était un des défis qu'on s'était lancé, en plus d'être carboneutre également. Ça, c'était plus facile. Le principe de net zéro, il est super simple à expliquer. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le principe avant de l'avoir lu? Un peu. Donc, net zéro, c'est, j'allais dire une nouvelle tendance, mais en tout cas, tu sais, on vise d'ici 2050. Est-ce que le cas du bâtiment, que les nouvelles constructions seraient net zéro? Le principe, c'est de dire, ben, toute nouvelle construction, pour être net zéro, doit produire autant d'énergie qu'il en consomme dans une année. Donc, si, comme dans notre cas, on consomme à peu près 24 000 kWh par année pour tous les besoins, ben, il faut produire 24 000 kWh par année. C'est tout. C'est facile. C'est la fin de la formation. Y a-t-il des questions? Comment arriver à ça? C'est là qu'il vient. T'sais. Et on va parler aussi de Net Zero Ready, que je pense qu'on parle de 2030, en tout cas, je ne suis plus sûr en termes de normes, là, ça change toujours d'année en année, mais on voudrait que les bâtiments soient net zéro, donc être prêts pour le net zéro. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de commencer à produire de l'électricité, produire de l'énergie, mais au moins ta réflexion a été faite, puis c'est facile de l'adapter le jour que tu vas vouloir installer des panneaux solaires, par exemple, ou installer d'autres systèmes, mais au moins ton enveloppe, tu as un bâtiment qui est efficace, qui est bien conçu pour le réaliser. Il y a 2 façons de faire la certification. Il y a celle du Conseil du bâtiment durable, donc du Canada, qui est avec une modélisation complète du bâtiment. Fait que ça veut dire que c'est comme une certification qui est théorique, qui te demande justement de... Tu fais une modélisation. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, modélisation, je vais en montrer une tantôt. On vient comme tout décortiquer le bâtiment avec les niveaux d'efficacité, les fenêtres, les murs, l'orientation, et on va évaluer l'utilisation, aussi la consommation d'énergie. Et là, on dit, OK, ben voici ce qu'on évalue comme besoin d'énergie. Fait qu'il faut que tu produises autant d'énergie. Donc là, on va évaluer la production. Fait que ça, c'est la façon théorique, qui demande quand même beaucoup de travail, mais ça, il y a des ingénieurs que c'est leur passion de faire ça, de remplir plein de chiffres dans les calculs. Et la deuxième façon de certifier, qui est avec le Living Building Challenge, donc un autre type de certification, qui est finalement de dire, ben, pas besoin de calculer, ben oui, on te conseille de calculer d'avance, mais on va se fier aux résultats. Donc, prouve-nous, avec des factures à l'appui, que tu as consommé tant de kilowattheures, puis qu'en 12 mois, tu en as produit autant. Puis qu'à la fin, tu arrives à 0 ou plus de dollars. Et là. Fait qu'elle coûte moins cher, mais elle est plus challengeante parce que comme j'espère qu'on a bien calculé parce que 1 an plus tard, ben oui, tu peux adapter certaines choses, mais tu n'as plus autant d'impact. C'est pas mal plus dur à ajouter de l'isolant et de l'étanchéité 2 ans plus tard que pendant le projet, mais on peut adapter des choses. Donc, si on regarde justement, on a fait affaire avec Écohabitation pour la modélisation pour la certification LEED, parce que dans la certification LEED, il y a trop de modélisation. Et on a fait aussi affaire avec Alt Coop, qui nous ont aidés justement pour nous conseiller de OK, comment on va y arriver? Parce qu'au début, c'est facile. Tu sais, les ingénieurs qui calculent vont dire bon, ben parfait, selon tes calculs, ça te prend 90 panneaux solaires. C'est comme ouais, mais ça ne rentre pas sur mon toit. Tu sais. Je les mets où? Tu sais. Fait que là, c'est là le défi de concevoir un bâtiment net zéro, c'est combien j'ai besoin d'énergie? Il dit, ouais, mais pour savoir combien tu as besoin d'énergie, il faut tailler un dessin de bâtiment. Ouais, mais avant de dessiner mon bâtiment, j'aimerais ça savoir, j'ai-tu 40 ou 90 panneaux solaires à mettre dessus? C'est pas la même superficie de toiture, tu sais. Fait que là, c'est comme un peu le jeu du chat et la souris, puis fait que là, on commence justement. Fait qu'au départ, on était peut-être un 15-20% qu'on devait adapter. Fait que là, ça permet justement de s'orienter. C'est sûr qu'on aurait pu mettre des panneaux solaires aussi à côté, puis ça aurait été, dans le fond, pas mal plus facile. T'sais. Fait que si on décortique justement le bâtiment, bon, je sais que c'est peut-être petit, je vais vous donner des chiffres pour ceux qui sont dans le fond de la salle. Désolé, Diane, j'ai présenté celle des cohabitations parce que celle de coop est plus complète, mais j'avais la difficulté à dire comment je vais présenter ça en présentation. Alors, je m'excuse. Votre document il est super bien monté. Mais dans l'étude, donc, on a les détails, justement, du bâtiment, la superficie, le ratio de porte et fenêtre. Et là, après ça, en termes de critères d'efficacité, donc, voici ce qu'on a choisi comme recette, entre guillemets, parce que la recette, tu peux l'adapter par la suite. Donc, voici comme recette. Et là, on a la consommation d'énergie. Fait que, mettons, par exemple, pour la toiture, on avait prévu de mettre R70 de cellulose. Donc, R70, là, on parle de niveau d'isolation.
Et là, ce qui est le fun, c'est que là, on a par dollar, donc, combien d'énergie va sortir de mon toit? Il y a 1435 kWh par année qui sort de mon toit. Et là, on le traduit en dollars, parce que, tu sais, parlant en kilowattheure, il y a juste quelques personnes qui comprennent ce langage-là. En dollars, ça, d'habitude, tout le monde le comprend. Alors, il y a 117 piastres par année qui sort par mon toit. Puis ça, ce qui est le fun avec les modélisations, tu sais, moi, j'en fais depuis une vingtaine d'années, c'est que ben, ça te permet de dire, OK, si je mets 1000 piastres de plus d'isolant, c'est quoi l'impact? Oh, je descends à 100 piastres, mettons, par année. OK, je viens de sauver 17 piastres. Oh, OK, 1000 piastres par année pour sauver 17 piastres. C'est quoi mon calcul retour sur investissement? Fait que c'est là que tu peux comparer différentes options. Parce que là, nous, c'était comme, est-ce que je mets plus d'énergie sur l'enveloppe? Est-ce que je me mets une géothermie? Est-ce que je me mets des animaux pour chauffer le bâtiment? Tu sais, on brainstormait, là, tu sais, toutes les idées ont été lancées. Fait que c'est là que ça te permet justement. Fait que, tu sais, là, je vous en montre une vers quoi on s'est enligné, mais il y a eu plein d'idées, d'itérations, ainsi de suite. Fait que là, on a justement les sections. Fait que, mettons les murs extérieurs. Donc, nos murs perdent, dans le fond, coûtent 390 $ d'énergie par année. Les fenêtres, 362. Fait que, c'est vraiment intéressant. Ça permet de voir où va l'argent réellement. T'sais. Un des points importants que je veux emmener votre attention, j'ai dit assez de fil, ouais. Donc, gain interne. Fait que là, vous voyez, cet élément-là, il est dans le négatif. Donc, moins 4160 kWh par année. Fait que ça veut dire que les gains, c'est quoi des gains internes? Ben, c'est vous. Vous. Un humain moyen dégage 110 watts. 110 watts? 110 BTU? 100 watts. C'est ça, c'est en watts, hein? Oh, c'est ça, oui, c'est variable. On parle d'une moyenne. Là. Il y a des gens plus chaleureux que d'autres, là, mais c'est trop stressant quand tu as des ingénieurs dans ta salle. Tu le sais qu'il faut que tu dises les bons chiffres. Fait que... Ah, OK, ah! Ouais, mais il y en a peut-être d'autres ingénieurs, là, fait que donc, chaque humain dégage, justement, l'équivalent de 100 watts. Fait que plus j'ai d'humains dans ma maison, ben, plus ça chauffe, également. Plus je pars le four, plus j'allume la télé, plus j'allume, dans le fond, les appareils, ben, dans le fond, c'est ce qu'on appelle des gains internes. Moi, je dis toujours à la blague que dans une maison performante, tu fais cuire une tarte, puis ça chauffe ta maison, parce que juste le four dégage assez d'énergie pour ça. Puis, moi, je disais toujours, dès qu'on reçoit 8 personnes à souper, on vient de combler les besoins de chauffage. T'sais. Puis nos parties de Noël, on les passe la porte partie ouverte parce qu'il fait trop chaud. Dès que tu es 20 personnes dans un bâtiment performant, il fait trop chaud. Donc là, tu dois ouvrir. Fait que c'est ça, les gains internes, c'est quand il fait chaud par nous-mêmes. T'sais. Après ça, on a les autres productions d'énergie, donc le chauffage. Fait qu'on voit dans le fond qu'on avait un besoin de chauffage de 983. Climatisation, donc 130 $. Éclairage électro. Fait que vous voyez, vu qu'on a un bâtiment performant, nos plus gros frais étaient l'éclairage et les électros à 1115 $. Parce que, oui, le chauffage, tu peux avoir un gros impact en faisant un bâtiment performant. Même année, tes électros, ton éclairage, tes appareils que tu utilises, eux, oui, tu peux utiliser des appareils Energy-Star, mais tu ne peux pas sauver 50 % à part si tu changes tes habitudes, là, donc comme ça. Et après ça, ben, à la dernière ligne, vous avez justement système photovoltaïque qui, lui, n'est pas une consommation d'énergie, c'est une production. Fait que là, vous voyez, il vient faire le bilan. Fait que là, nous, on avait évalué, mettons, 63 panneaux solaires qui viendraient produire 24 461 selon les calculs de l'orientation, du système qu'on a mis. Fait que là, c'est tous nos beaux amis ingénieurs qui vont faire ces calculs-là de prévision, qui vont produire l'équivalent de 2056 $ d'énergie. Fait que c'est là aussi que c'est intéressant de dire, OK, combien ça me coûte mettre cette toiture solaire-là pour sauver 2000 $ par année, calcul sur investissement. Je vous donne la réponse plus tard. Fait que, pour garder le suspense. On a la répartition de la consommation d'énergie. Fait que vous voyez la portion en blanc, c'est l'économie par rapport au code. Fait que déjà, nous, on a réduit par rapport au code, donc par rapport à une maison neuve, un bâtiment neuf équivalent, on est 56 % plus efficace que ça. Comment on est arrivé? Oui, l'enveloppe a joué en grande partie. Chauffage avec des thermopompes. On a aussi utilisé des chauffe-eau thermopompes. Alors, au lieu d'aller prendre la chaleur de l'électricité, ben, il y a comme une thermopompe assise sur le chauffe-eau, carrément. Puis, elle prend l'air du bâtiment qui est là. C'est comme ça venait tirer, comme climatiser le bâtiment, prendre cette chaleur-là, et elle va te faire de l'eau chaude 5 fois moins chère en moyenne qu'un chauffe-eau électrique.
Là, la question après qui est pertinente, c'est « Ouais, mais elle coûte combien, ce chauffe-eau-thermopompe-là? Pour combien d'énergie que tu vas sauver par année? » Votre question, elle est très bonne. Là, donc, fait que non, c'est sûr que pour une famille normale, c'est pas un investissement qui est super rentable, donc comme ça. Puis nous, c'est drôle parce que cette idée-là, on avait regardé aussi ce qu'on voulait un poêle à bois, puis on se dit « OK, on pourrait mettre un poêle à bois, mais qui vient chauffer aussi de l'eau, qui va chauffer la dalle, qui va aussi chauffer l'eau chaude et tout, tu sais. » Puis là, c'était quand même cher et complexe. Puis moi, j'ai installé beaucoup de choses complexes dans ma vie. Puis j'en ai réparé, j'en ai enlevé, j'en ai en tout cas. Fait que, puis là, j'étais comme, ce que j'aime d'un chauffe-eau thermopompe, c'est de dire, ben, on pourrait prendre l'air en haut du poêle à bois. T'sais. Fait qu'au lieu que ce soit le poêle à bois qui chauffe l'eau, qui s'en va dans le chauffe-eau, ben, le poêle à bois, il fait de la chaleur, puis la thermopompe attire la chaleur du poêle à bois. Fait que c'est comme indirectement de l'eau chauffée au bois. Mais il n'y a pas de risque que ça explose parce que la valve n'est pas partie, comme c'est déjà arrivé dans un de mes projets. Hop, là, l'eau, elle a bouilli, puis là, tu sais, c'est plus complexe. Là, j'étais comme, j'aime cette simplicité-là, dans le fond, qu'on vient indirectement chauffer de l'eau par ça. Fait que ça, un des exemples. Après ça, on voit que 21 de notre consommation, c'est éclairage et les électroménagers. Chauffage, 19 chauffage de l'eau, 1 Fait que ça, c'est vrai. On était étonnés à quel point c'était bas, mais c'est grâce au chauffe-eau thermopompe également. Et après ça, tous nos appareils à faible consommation d'eau également. Fait que les pompes de douche, les robinets. Fait que moins tu consommes d'eau, moins tu as besoin de chauffer cette eau-là. Puis si en plus elle est faite par une thermopompe, ben là, c'est encore plus idéal. Donc, on a ça. Climatisation, 3 par la suite. Après ça, on a la distribution justement des pertes puis des gains, là, dans le fond, de chaleur que vous voyez. Et ce qui nous amène une consommation totale à la fin de 3281 kWh pour le projet. Ce qui est vraiment génial comme efficacité de faire un aussi gros projet. Pour un coût, mettons, ultime de 400 $ d'énergie par année. Fait-il besoin de chauffage, on est comme à 26 kWh par mètre carré. Mais là, j'entends la question dans la salle qui dit « Ouais, mais Benoît, tu avais dit que net zéro, il y a le mot net et zéro dedans. Mais là, tu n'es pas à zéro, tu es à 400 $. Vous avez raison. Donc, fait que là, on a fait comme « OK, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher 400 $ là? Soit on met plus de panneaux solaires, mais là, le toit était déjà rempli, comme vous avez vu la photo, puis là, on était comme « OK, là, il faut changer le concept du design. » Mais là, pour mettre plus de panneaux, il faut que j'agrandisse mon toit. Agrandir mon toit, il y a un coût à ça. Blablabla. Fait que là, vous voyez qu'il y a des petits détails simples. Parce que c'est le fun d'aller des ingénieurs. La solution est toujours simple pour eux. Ben Benoît, mets 10 panneaux de solaire de plus, c'est tout. Oui, mais j'ai mets où? Ah, ben tu mets là, tu sais. Oui, mais là, j'avais prévu quelque chose d'autre, tu sais. Puis là, c'est pas beau, là, tu sais. Fait que c'est là que c'est le défi de tout concilier ça. Donc, on est arrivé à ce... Qu'est-ce qu'on fait avec ce 4000 kWh-là qui nous manque, dans le fond, ce 400 $-là. Et là, par une belle circonstance, un beau hasard, on a découvert quelque chose, et ce qui a amené une belle solution, dans le fond. Et voilà. Où est-ce qu'on a trouvé notre 400 $ d'énergie par année? C'est que, en lisant la documentation de Net Zero, j'ai toujours compris qu'on devait produire l'énergie par des panneaux solaires ou une éolienne, dans le fond, pour produire l'électricité. Jusqu'à temps de découvrir que, ben non, tu peux produire la chaleur par la biomasse. Si ton terrain justifie que tu as des arbres qui produisent la biomasse de ton terrain. C'est sûr qu'en ville, c'est dur à justifier de « Oh oui, mon terrain produit 5 cordes de bois par année. » tu sais. Fait que là, il y a un calcul qui se fait. Fait que, nous, on avait la chance d'avoir un terrain de 5 acres de terrain. Fait que là, terrain boisé. Là, il y a une évaluation qui est faite de, OK, ce nombre d'acres-là de forêt va produire tant de mètres cubes, parce que le but n'est pas de vider ta forêt. Donc, c'est de dire, est-ce que je suis net zéro à long terme? T'sais? Fait que oui, j'ai du soleil à long terme qui arrive, mais j'ai du soleil qui fait pousser du bois, c'est une ressource d'énergie. Fait que là, on a fait comme, hey, monsieur l'ingénieur, au lieu d'ajouter 10 panneaux solaires et tout compliqué, ben, nous, à la base, on avait prévu, dans notre chauffage, notre répartition, le poêle à bois emmenait 10 % de la quantité d'énergie. Fait que là, c'est mon petit côté simpliste qui a fait comme, ben, on va juste plus chauffer au bois pour y arriver, tout simplement. Parce que tant qu'à mettre des systèmes solaires et tout,
on a déjà du bois, puis on avait commencé, je pense, le projet. Je voyais la quantité de bois qu'on avait, puis juste entretenir les sentiers qu'on voulait faire. Je suis comme, on va l'avoir en masse, ce bois-là, fait qu'on va venir le faire. Donc, ça a été une belle solution. Fait que c'est là de bien comprendre tous ces éléments-là. Nous a fait sauver peut-être 20-30 000 $ d'altération de plans de détail. On voulait déjà le poêle à bois en plus, fait qu'on l'avait déjà. Fait que ça, c'est une des belles solutions qu'on est arrivé à la solution pour faire le net zéro. Donc, pour arriver tranquillement à vous présenter le projet, fait que là, vous voyez, c'est des vraies photos. C'est l'intérieur, dans le fond, c'est le solarium, qui est comme la zone centrale, là, justement, qui permet de bénéficier du soleil, donc qui permet d'éviter des voyages dans le sud à chaque hiver, parce que tu peux te mettre une chaise longue devant ton mur de fenêtre, fait que plus besoin d'aller ailleurs pour avoir de la chaleur du soleil. Tu l'as à la maison. C'est un produit local qui est intéressant. Et toute personne qui a vécu dans un bâtiment solaire passif réalise à quel point on a beaucoup de soleil quand même en hiver. Il faut juste avoir les fenêtres aux bonnes places. Le soleil est capricieux, je veux dire, il ne s'adapte pas à toi. C'est toi qui dois s'adapter à lui. Il est là depuis plus longtemps, c'est notre aîné. On respecte les aînés, fait que c'est le l'effort. Fait qu'un coup, c'est vraiment impressionnant. Novembre-décembre, c'est les 2 mois qu'il y en a le moins. Malgré que cette année, on est vraiment chanceux, honnêtement. Là, le mois de novembre est exceptionnel. Là, fait que, mais janvier, février, mars, il y a vraiment super beau soleil. Donc, fait que le solarium qui nous aide. Vous voyez, le foyer chauffe, dans le fond, oui, la dalle de béton qu'on a recouvert d'ardoise au plancher pour la masse thermique, pour la beauté aussi. On a voulu que ce soit une beauté intemporelle à travers le temps. Et on a fait aussi de la récupération. En creusant un étang, on a décidé d'utiliser cette terre-là avec l'aide de Ginette Dupuis, qui est une architecte au Québec, qui a développé les blocs de terre crue. Donc, on a fabriqué nos blocs de terre crue sur le site même, dans le fond, là, avec des formations, des bénévoles. Fait que les 2 bâtiments ont des murs, justement. Fait que la masse thermique, c'est vraiment la masse locale sur le terrain qui a été faite. À l'extérieur, on a, donc là, vous voyez la serre, je vais vous montrer une photo un petit peu plus tard, qui sert justement à produire les légumes, les pousses qui servent au restaurant du Spa Eastman. Vous voyez la toiture, donc, qui avait plus de place. Donc, quand je vous disais justement le 10 panneaux solaires qui peut sembler facile comme réponse, nous, ça changeait justement le concept parce que justement, on faisait une petite terrasse à côté. Donc, là, ça a permis. Fait que là, en termes d'orientation, bon, je pense que vous avez tout eu des bases de conception bioclimatique, là, fait que je ne m'étendrai pas là-dessus. On a voulu chercher justement la simplicité, donc que le soleil rentre par les fenêtres, par le bâtiment, tout en dosant tout ça. On a la serre également qui vient donner un autre espace de soleil et de bien-être, dans le fond. Ouais. Les légumes sont un produit, mais l'aide à éviter la dépression est un autre produit fait dans la serre. Ouais. Comme j'ai des clients qui me disent souvent « Ah, je veux une serre, c'est vraiment important pour moi. » Ah, je veux profiter du soleil. C'est comme « OK, on l'a fait pour les légumes ou pour toi? » Parce qu'on l'a fait pour toi, c'est un solarium. Fait que dans ton solarium, tu peux te mettre des plantes puis des bacs de légumes, mais pour qui on l'a fait réellement. Donc, fait qu'à l'extérieur, on a utilisé du bois grisonnant, donc fenêtre, dans le fond, recouvert d'aluminium anodisé. Fait qu'on a été chercher le plus de produits naturels, pas de peinture. Pour moi, il y a une notion aussi de design durable. Donc, il y a des choses qui sont belles aujourd'hui, mais le but, c'est que ça soit beau dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. On a décidé d'utiliser justement de l'ardoise au mur, justement le bloc de droite. Donc, ardoise qui vient du Québec, installée selon les techniques traditionnelles. Fait que là, vous voyez un peu dans la serre, justement, les productions de pousses qui sont là. Qui ne rêverait pas d'une belle cuisine comme ça? Donc, alors, l'idée, donc, oui, c'est une grande cuisine, dans l'idée que 6 couples y vivent. Oui, elle est plus grande qu'une cuisine normale, mais pas grande comme 6 cuisines. Fait que c'est toujours cette réalité-là qui est importante à réfléchir. Et vous voyez justement la serre. Donc, c'est une photo qu'on a prise il y a peut-être 1 mois à peu près. Donc, la serre est vraiment en pleine production. Puis, c'est vraiment un lieu qui est intéressant à aller. Fait que ça. Je ne suis pas un fan absolument des serres. Je veux dire, je préfère plus les solariums que les serres, parce qu'une serre emmène beaucoup de défis de conception, de gestion. Mais c'est sûr qu'au mois de janvier, février, c'est là que je me sens moins mal d'avoir mis 200 000 $ sur une serre comme ça. Là. Fait que je me dis, OK, pour ces journées-là, ça vaut la peine. Fait que
Donc, le projet a été réalisé, dans le fond, c'est les 3 partenaires, justement, du projet. Donc, le Spaceman, qui s'occupe de tout le volet hôtelier, de l'entretien, dans le fond. Fait que c'est vraiment... Le Spaceman voulait agrandir. Il y avait un projet d'agrandissement de 20 chambres qu'ils ont mis de côté au début de la pandémie. Puis quand ils ont entendu parler de notre projet, ils ont dit hey, ben, au lieu d'agrandir, pourquoi on ne fait pas le projet ensemble? Fait que finalement, on a agrandi pour eux. Fait comme ça. Finalement, j'ai réalisé qu'ils ont juste délégué la job à nous autres. Fait que, voilà. On l'a fait avec Solution ERA, qui est une école de formation donc, en ligne sur le bâtiment écologique, qui cherchait aussi à avoir un bâtiment pour leur formation qui donne autant de développement personnel qu'en bâtiment écologique également. Et moi, ben justement, je voulais mon bâtiment de démonstration pour continuer à faire de l'éducation. Donc, comme ça. Et surtout pour les projets que j'accompagne en co-living, ben, que les gens puissent le tester réellement. Là, donc, comme ça. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, justement, on vient de lancer, justement, il y a une équipe qui a suivi le projet depuis 2020, donc pendant 4 ans, une équipe de tournage. Donc, le documentaire vient d'être lancé depuis 2-3 semaines. Fait que vous l'êtes en toute primaire. Fait que vous pouvez chercher Oasis Eastman sur YouTube. Je n'ai pas transcrit le lien direct parce que je me dis que c'est plus facile à chercher ça. Pour ceux qui veulent visiter, on organise, donc on va commencer à organiser un peu plus au mois de janvier, à chaque 2 mois environ, là, des conférences visites pour les gens qui peuvent venir tester. Pour ceux qui veulent dans le fond, l'utiliser ou aller, dans le fond, vous allez sur le Spaceman puis vous pouvez réserver justement le bâtiment avec tous les soins et l'expérience du Spaceman également, dans le fond. Et puis, pour ceux qui veulent de l'accompagnement justement dans le projet, ben moi, j'ai été entrepreneur pendant 15 ans, puis depuis 5 ans, je me concentre sur le volet formation et le volet justement accompagnement de projet comme consultant pour partager mon expérience et partager tous les bons coups que j'ai pu faire des dernières années et surtout les moins bons coups, erreurs, apprentissages qu'on a fait dans le fond. Fait que comme ça. Donc, voici un projet, tu sais, je n'ai pas la conviction que l'Oasis, le concept du co-living va répondre à 70% des gens au Québec. Le but était de juste offrir une autre possibilité, une autre option, puis il y a de plus en plus de projets qui sont comme ça, qui se développent. Un de mes rêves, moi, ça serait de développer des projets comme ça un peu partout au Québec. Puis c'est lorsque je plantais le projet il y a 1 an, et il y a quelqu'un qui est venu me voir avec un petit ton baveux, qui dit « Ah, c'est bien beau votre affaire, là, mais ça n'intéressera pas plus qu'1 % des gens. » Puis là, j'étais comme « Va chier, t'es bien baveux, là, tu sais, c'est comme... » Puis là, après ça, je fais comme 1 %, 8 millions au Québec, 1 %, c'est 80 000 personnes. Je disais, hey, monsieur, merci du compliment. Vous me dites qu'on a créé quelque chose qui intéresse 80 000 personnes comme solution d'hébergement. Wow! Moi, dans ma tête, j'étais comme si on héberge 10 000 personnes d'ici 20 ans, je suis heureux. Et voilà, c'est ça. Une multitude de principes différents. Bravo d'avoir mis en œuvre quelque chose qui fait partie de la solution. C'est ça. On ne remplacera pas les maisons unifamiliales, on ne remplacera pas les logements, on ne remplacera pas. Il y a un ensemble de tout, mais c'était une alternative, justement, que des fois, les gens parlaient et ne savaient pas trop comment l'organiser. Alors, voici, justement, un résultat de 5 ans de travail, de réflexion et tout ça. Merci. Je voulais rappeler que vos billets sont bons pour la journée de demain aussi, qu'on va restarter demain à 9 h avec plein d'autres conférences très intéressantes. Cependant, moi, je n'ai pas d'autres rendez-vous après. Je ne sais pas toi. Non, non, mais... Donc, si encore de la place pour une question ou l'autre. Oui. On avait laissé du temps pour la période de questions, et puis... Vous avez été très attentif, et donc, vous remercie beaucoup. Ah, il y a une question ou deux. Ah, vas-y. J'ai trop parlé. Qu'est-ce que vous avez fait dans la portion solarium pour éviter la surchauffe en été? Très bonne question. Pour qui la surchauffe? Moi, j'ai jamais de surchauffe. Jamais. Du côté sud, qu'est-ce que vous faites d'abord pour avoir de Je surchauffe? prends un bain chaleur dans mon solarium quand je peux y aller. Je fais juste ce que je veux. Je te laisse parler de moi après. Ce que je veux juste faire souligner, c'est que dans notre climat, la surchauffe, c'est une notion qui revient comme si on était en Floride. Moi, Ben, je l'ai vécu. Oui, je suis tout à fait là-dedans, puis j'imagine. Merci beaucoup, Diane. Puis j'imagine que si dans notre couple chez nous, c'était comme ça, ma femme, la surchauffe, elle va en parler. Moi pas, parce que je suis bien frileux comme 15, comme une vieille mémère. Mais c'est comme ça. Alors, la surchauffe, cette notion-là,
que certains... Puis, je vous dis, là, l'air climatisé en habitation au Québec, ça a monté en flèche ces dernières années. Pour moi, c'est pas une solution, mais... Benoît, tu as un micro. Profite-en. Merci. C'est sûr que avec la mode des dernières années de mettre beaucoup de vitrage, vient justement des fois plus de fluctuations, plus de perte d'énergie, plus de gains. Parce que tu sais, le soleil, il n'y a pas de thermostat dessus. Là, tu peux pas dire ah, il fait 23, merci, il va chauffer ailleurs. Le choix des vitrages peut influencer beaucoup. Donc, tu sais, là, les membranes Lowy, donc les membranes qu'on met à l'intérieur réfléchissantes, il y a différents types de membranes. Donc, on peut se permettre des membranes qui vont plus réfléchir, qui vont être comme plus isolantes, donc qui gardent plus la chaleur à l'intérieur, mais qui vont bloquer aussi une partie du soleil. Fait que, tu sais, dans les projets, c'est comme, OK, je perds, mettons, 8 des infrarouges qui ne rentrent pas, mais si j'en avais trop, c'est correct d'en perdre 8 aussi. Fait que cette gestion-là. On avait designé des pare-soleil, je les ai retardés dans le budget, dans l'exécution. Fait que c'est sûr que le pare-soleil, justement, est une autre belle solution qu'on veut soit mettre en place cet été ou... Je me permets de dire qu'il y en a beaucoup de pare-soleil qui ont été faits dans beaucoup d'endroits parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont des mesures de vitrage et je dirais 50% des cas, c'est désastreux. C'est d'une laideur sans nom, là. À l'extérieur de la fenêtre. À l'extérieur de la fenêtre, ça bouge la vue. Il y a des compagnies qui font leur pain, leur beurre avec des contrôles de surchauffe. Il y a tellement de vitrage partout, tellement dans ce qu'on appelle l'architecture contemporaine. Ouais. Je ferme ma gueule là-dessus. Puis, tu sais, oui, peut-être juste comme conclusion, nous, ce qu'on a fait aussi, parce qu'on se rend compte que ce besoin-là, ou en tout cas, cette démesure de vitrage, on est venu comme la contenir à un endroit. Fait qu'au lieu d'avoir une maison très vitrée, ben faites-vous une maison normale et une section très vitrée. Fait que, vous voyez, on a installé justement des divisions vitrées et on a des portes qui viennent se fermer. Donc, cette section-là, nous, dans l'idée, c'était même un point de vue d'optimisation. On pourrait descendre la température à 15 degrés l'hiver, puis juste chauffer au bois en disant, OK, j'y vais. Quand il fait soleil, je suis super bien, mais je tiens pas à 21, justement, tout le temps, cet espace-là. Et si jamais il fait trop chaud, ben je viens fermer. Fait qu'il fasse 25 dans cette section-là, il fait pas 25 dans la cuisine. Il fait pas 25 dans les chambres. T'sais. La surchauffe, on peut l'avoir 12 mois par année, honnêtement, parce que le soleil, tu sais, moi j'ai des clients qu'en janvier, ils ouvrent les fenêtres. C'est sûr que c'est plus facile de climatiser en hiver, là. Tu sais, il y a de la climatisation disponible, juste l'autre bord. Juste mentionner que si c'est une serre de production, autant que d'habitation, il y a des membranes très particulières faites en Allemagne qui sont intéressantes. Le suivant, puis après ça, vous passez le micro. Oui, moi je suis allé au Spa Eastman, puis je sais que devant cette belle affaire-là, là, il y a beaucoup d'arbres feuillus. Alors, l'été, ça aide énormément à éviter la surchauffe parce que ces arbres-là, ils perdent leurs feuilles en hiver et ça fait une grosse différence quand on a une serre. C'est très important. Puis, personne n'en a parlé, alors je suis un peu surpris, là, mais c'est très important aussi d'avoir des feuillus à côté parce que l'été, le soleil est haut et puis les feuillus empêchent le soleil de rentrer d'une façon assez... extraordinaire. Mais j'ai bien aimé mon expérience avec Solutions ERA et puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je regarde d'autres choses pour installer des panneaux solaires chez nous dans une situation qui est assez problématique. Là. Alors, je regarde ça d'assez proche. Là. Merci beaucoup. Bien, bienvenue. Il y a toujours moyen d'apprendre. Tu as mentionné que tu allais parler des avantages et inconvénients à la fin. J'ai pas entendu les inconvénients. Ouais. J'arrive un peu à la même conclusion que j'avais avec ma conclusion de la norme Passeball, justement. Les extrêmes sont rarement logiques de faire. Le système solaire que vous voyez, on parle d'un investissement d'environ 100 000 par année. Puis là, souvent, les gens vont dire « Ouais, mais le prix des panneaux baisse. » Oui, c'est vrai. Mais sur un système à 100 000, il y a juste 30 000 $ de panneaux. Fait que ton prix de panneau baisse. C'est comme si on disait, les chars vont coûter moins cher, le prix des pneus, il baisse. Oui, mais tout le reste monte. Fait que ton électricien qui fait tous ces branchements-là, ton racking d'aluminium, fait que tout le reste monte en coût. Fait que faut faire attention parce que le prix des panneaux, c'est 30 % de l'équation.
tu as l'inverter, tu as en tout cas toutes les autres choses. Donc, également. Fait que ça, au niveau financier. Puis, tu sais, nous, on a eu la chance, donc, on a eu une subvention du ministère du Tourisme pour les projets de développement durable et tout. Puis, tu sais, mes amis de Solutions ERA qui trippent ces panneaux solaires depuis toujours, qui n'en ont jamais installé. Moi, j'en ai installé, j'en ai désinstallé, j'en ai ici. Là, t'es comme, ouais, mais à 60%, Benoît, c'est sûr que c'est rentable. J'étais comme, non, même pas, tu sais, parce que même à 60%, il nous coûte quand même 40 000. 40 000 qu'on emprunte à du 7 parce qu'on est en hôtellerie, ça me fait 2 800 $ d'intérêt par année. Donc, mon 2 000 $ d'économie ne paye même pas mes intérêts d'un projet subventionné à 60 %. Wow. Ben, bravo de le dire, parce que malheureusement, très souvent, on ne se vante pas de nos moins bons coups. Hein? Ce n'est pas un échec pour autant, là. Pas du tout. Le but, c'est ça. Le but, c'est de faire un projet de démonstration. Et une autre chose que moi, j'ai découvert en cours de route, ben, une semaine avant qu'il installe tout le système, c'est que l'installateur nous dit « Ah oui, puis by the way, les batteries, dans le fond, il y a comme 2 gros inverters. Il dit « Ça fait un peu de bruit puis un peu de chaleur. » Puis ça, j'aime ça, moi, des phrases comme ça, vagues dans la construction. Un peu de bruit, un peu de chaleur. C'est combien de BTU? Ah, ben, je ne sais pas. Et tout le monde n'a pas la même sensibilité au bruit, hein? Effectivement. Il dit, ah, ben, tu sais, moi, j'en ai chez nous, puis il est dans le sous-sol, puis quand la fan à part, ça dérange ma femme au rez-de-chaussée. Je dis, OK, ça, c'est un peu de bruit pour toi, là. C'est pas, ah, je l'entends quand je suis à côté. Non, l'autre étage. Oh, là, moi, j'étais comme, hey, moi, je viens d'investir 100 000 $ d'insonorisation. Parce que moi, dans chaque chambre, c'est un des points, justement, en co-living. On veut que les gens soient bien, soient confortables. On veut pas. Hey, on a mis tellement d'énergie. Là, j'étais comme, c'est pas vrai qu'on va mettre un bidule qui fait du bruit quand il fait soleil, tu sais, puis les gens. Fait que là, on est obligé de faire on est comme venu comme encabaner ça. Mais là, qu'est-ce que tu fais quand tu viens encabaner une section qui chauffe? Ben là, il fait trop chaud. Fait que là, on est obligé de rajouter un air climatisé. Pour mettre ça. En tout cas, là, j'étais comme... Hein? Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, on climatise, on prend l'électricité pour climatiser nos inverters qui font de l'électricité, tu sais. Donc, fait que c'est là que j'aime beaucoup la simplicité, honnêtement. Puis, chaque fois que je travaillais puis qu'on adaptait tout ça, parce que là, tu vois, il y a 2 semaines, c'était la 2e fois que la chaleur, justement, faisait partir l'alarme d'incendie. Parce que j'ai découvert que l'alarme d'incendie a aussi une sonde de température qui est à 50 degrés Celsius. Fait que là, quand tu as les pompiers qui débarquent, là, tu fais comme, gaz à effet de serre. Là, j'étais comme, OK, mon bilan carbone de mes panneaux solaires qui font débarquer 3 camions de pompiers, juste pour le faire, en tout cas. Fait que là, il a fallu installer d'autres systèmes supplémentaires. Pour aller dans le même genre d'affaires, je fais un projet pour des clients qui avaient et les moyens et les connaissances. Les ingénieurs nous installent des pompes pour la géothermie, des pompes certifiées LEED. Les pompes étaient tellement bruyantes. Les clients ont dit jamais overbanded. Puis on ne faisait pas un projet certifié LEED, mais pour les ingénieurs, c'était une évidence que ça devait être des pompes ultra efficaces et qui étaient ultra bruyantes. Alors, ils ont fait changer les pompes, ça n'a pas été long. Alors, c'est des choses qui arrivent. Merci beaucoup, Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci infiniment de ta disponibilité pour cette belle présentation. Merci, André, de ta journée d'animation. Je fais mon possible. Et on se revoit demain avec grand plaisir, tout le monde. Merci encore. Au revoir.